Bonjour et bienvenue dans la quotidienne. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jeudi. On est en pleine forme. Ça va les amis? Ils sont absolument impeccables. Très dissipés aujourd'hui, je vous préviens. On n'est pas à l'abri d'une sortie de route. On va parler des fourrières justement dans la question conso, des produits sans gluten. Et puis on ira visiter un magnifique domaine dans le sud de la France avec Jean-Sébastien tout à l'heure. Mais voici le programme en détail. Et il va commencer dans un instant le programme avec le cauchemar des automobilistes. On parlait des fourrières. Chaque année, des centaines de milliers de voitures sont enlevées aux quatre coins de France. Mais derrière cette mission de service public se cache un business assez juteux, estimé à 38 millions d'euros par an. Alors les fourrières respectent-elles vraiment les règles du jeu? Y a-t-il des abus? On va en discuter avec notre invité. Et puis ensuite, direction la cuisine pour rejoindre Farida et son invité Delphine Malachard d'Heressier. Et dossier oblige, on va faire une recette sans gluten. Et oui, avec Delphine, on va cuisiner de délicieuses madeleines. Alors sans gluten, mais aussi sans gluten, mais aussi à la fleur d'oranger. Oh, ça a l'air très appétissant. Le jeudi, on met en lumière le patrimoine, des pépites de notre patrimoine. Et aujourd'hui, Jean-Sébastien Petit-Demange va nous faire découvrir le charmant domaine viticole de Rieux-Sec au cœur du Languedoc-Rousseau. Notre dossier du jour s'intéresse donc aujourd'hui aux produits sans gluten. De plus en plus de Français se tournent vers ces nouveaux produits censés favoriser la digestion, un meilleur état de santé. Mais que contiennent-ils? Est-ce vraiment utile de les consommer? Allergiques, intolérants ou sensibles au gluten? À qui s'adresse-t-il exactement? Nous avons suivi le quotidien de Manon qui, elle, doit absolument éviter tout contact avec le gluten. C'est vrai que quand je dis aux gens que je suis intolérante au gluten ou que je peux pas manger de gluten, je préfère dire que c'est une maladie parce que après les gens ils peuvent croire que c'est une mode ou des choses comme ça. Et puis il sera temps de répondre comme tous les jours à vos cas pratiques. Comment réussir la cuisson des choux à la crème? C'est une question pour Farida. Que risque-t-on si on ne paye pas une amende que l'on a reçue à l'étranger? Gérard nous répondra. Victoire nous dira combien de fois on peut réutiliser des sacs congélation. Enfin, Fabien dira à Valentin si oui ou non il doit prévenir son assurance qu'il a bénéficié d'un trop perçu. Ils sont prêts. Réponse originale. Il vient de dire réponse originale. Attention, teasing. J'y crois pas trop. Non, moi non plus. On va les rejoindre, générique. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? En pleine forme, je disais. Un peu dissipé, hein? Mais on est Jean-Sébastien. très inquiet, l'état de Fabien s'aggrave de minute en minute. Et oui, passe-t-il, Fabien, t'étais qu'est-ce qu'il y a bidonné encore une fois. Regarde, Oui, je oui. ne saisis même pas ce qu'ils veulent raconter, les deux énormes là en face. Oh non, sois pas désagréable. Pas les physiques, on a dit. Par contre, ils sont habillés pareil aujourd'hui, les deux. Là. Ouais. Ah, vous êtes coordonnés là. Tout à fait. Il manque une petite cravate à gauche, mais. Mais il y a les sinon- chaussettes. Oui, une Donc, petite tu vois, ça compense. Alors, les chaussettes, Oh, dis donc. là, c'est n'importe quoi. T'es un peu, Là, t'es t'es un peu vraiment parti brouillon. en roue libre, là. T'es brouillon de la chaussette, un peu. C'est enfantin. Je l'ai fait moi-même maintenant. Ah oui. Ah, c'est ça, c'est tricoté maison, ça. Ah, Non, oui, oui. c'est pas Non, mal. c'est- Non, il y a une proposition Oh, artistique. il lève un peu. Non, dévoile pas trop, Jean-Sébastien. Mais il porte des fixes chaussettes. Tiens, voilà, une deuxième idée de cadeau. Ah, ça se fait, ça. Pas Ça se mal. fait, Ah des oui. fixes. Je ne sais pas, oui. Ouais, ouais. Mais c'est quoi les fixes chaussettes? Ça se fixe C'est au pour tenir pantalon? des chaussettes bien droites. Mais non, c'est le c'est même principe que pour le jartel, c'est pour tenir. Donc jusqu'en haut? Mais Non, bretelles ça à s'arrête chaussettes. avant le Voilà. genou. Comment ça, je Ah, Les bretelles à chaussettes qu'on met sur le genou? Sous le genou. Sous le genou. au-dessus du mollet. Ah, ça doit être très saillant, ça. Et surtout, c'est extrêmement, c'est très sexy. Ouais, Mais Et ça, c'est un ça, truc, ça saucissonne le mollet, on dirait un Et- petit filet mignon de porc. ça doit être très, très Mais mignon. c'est l'ancêtre de la jarretière, de l'ordre de la jarretière Ah, bah oui. en Angleterre. Bien sûr. Mais C'est oui. des trucs dont on n'avait pas parlé depuis 1960. Et ouais, à la et Bon. tu vois, ça. c'est un tort. Et sinon, mon dossier sans gluten, ça vous intéresse ou pas? Oui, ça m'intéresse. Ah, bon, parce que là, on va vous faire goûter. Alors là, vous allez nous voir si ça Eh, vous ça intéresse. m'intéresse pas. finalement. Si, tu vas goûter, Gérard. Regarde, je te propose par exemple des pâtes, parce qu'on a quelques innovations au rayon sans gluten. Des pâtes donc sans gluten, c'est une start-up française qui vient de lancer Vous ça. goûtez pas, Promets hein. que c'est Là, pas il y a- fait avec un T'es prêt animal. Il y a 2 C'est semaines, vrai, ça s'appelle Live Happy Food et ce sont des pâtes au konjac et à l'avoine. Donc vous avez tête de Gérard. une recette au konjac et
C'est pas mal le konjac parce que alors il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent, notamment parce que c'est un peu coupe-faim. Ça gonfle dans très l'estomac, rassasiant, hein. Mais ça a aussi des vertus. Par exemple, sur le taux de cholestérol, ça régule le taux de cholestérol, ça régule le transit, c'est plein de fibres et sans sucre surtout. Alors, Contrairement aux pâtes classiques qui ont beaucoup de sucre. c'est un peu élastique. Ah, la consistance est La étonnante. consistance est un peu Ah bah, elle est trop différente, élastique. ouais, forcément, ouais. Sinon, c'est pas mauvais. On dirait Ah, des la courts consistance. spaghettis. Donc c'est un concept presque végétal. Ouais, ou mais c'est des, bon. des Victoire, elle des aime bouilles de tout, riz. elle est formidable. Hein. J'adore Victoire. Tout ce qui vraiment- passe. Tout, elle va Tu tout vas voir, finir. là, hein. regarde ce Un qu'on t'a peu la réservé. Tu vas voir. consistance des T'as une nouilles grosse soba. assiette là. Les nouilles soba, bah oui, des nouilles japonaises, bien sûr, bah c'est ça. 3,50 € le paquet. Autre innovation au rayon sans gluten. Là, cette fois-ci, ça nous vient de Pologne. Attention, marque polonaise. Hein. D'habitude, on parle des produits français. Mais ça nous amusait parce que regardez, ce sont des produits, donc c'est une marque qui s'appelle Umiti qui a sorti ça. Des préparations à gâteaux et à gaufres sans Mais là, le gluten. cuisinier s'est endormi, non? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à la place? C'est noir. C'est Bah, une farine spéciale Non, ça, non, oui, bah, c'est- qu'est-ce qui peut rendre noir comme Oui, ça? Wiz Active Carbone. carbone. Du Donc, carbone, c'est au du charbon actif. Du charbon. Mais D'où la pourquoi couleur. Ah bah déjà pour la couleur parce que c'est rigolo, voilà, c'est plutôt joli. Allez-y goûtez, je vous Allez, on va assure que goûter. c'est très Ouais, bon. mais alors Pas est-ce que ça fini va les pas pages. colorer la langue et Alors les- mettez-le vraiment au fond de la bouche C'est ça, directement. hein. Oh non, c'est ne croque pas dedans. Je t'assure, ça colore un peu quand même. Hein. Le charbon, ça a tendance à colorer, hein, c'est normal. Mais moi, je trouve ça très bon au goût. Pas mal, hein. Et ça a des vertus là aussi. Le charbon, c'est détoxifiant, hein, donc ça vous enlève les métaux lourds. Voilà, ça a des vertus détoxifiantes. Le charbon, c'est bien connu. C'est anti-gaz, ballonnement et tout ça. Donc c'est vraiment excellent. Hein, je pense à. Ça a le goût du médicament. Ah bah non, Non, mais c'est c'est agréable. Ouais, c'est Mais pas si, vrai. ça, Non. ça a le goût du charbon, charbon que de tu- l'arrière-goût. C'est un goût qui est très léger, franchement. Oui, oui, non, mais en fin de bouche, ça a le goût du charbon C'est actif vrai. qui est loin d'être désagréable. Et est-ce hein, que vous parce sentez qu'il y a de la poudre d'amande et de coco La coco, aussi là, oui, là, il y a de la Non, En fait, le ça, charbon, on le sent à la fin. à la fin, absolument. Mais sinon, Ça après, dure t'as. tout. ça. En attaque, tu as le coco. Tu mais veux pas après- goûter, toi, Gérard? Eh bien, écoute, j'ai essayé et j'ai eu une appréhension telle que je n'ai pas pu. Mais c'est la couleur couleur noire, ça fait je un petit pense. peu peur. Hein. Mais T'es alors pas que- très aventurier hein, sur Ouais. la cuisine. Pour la cuisine, non. C'est assez bon. Et dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est que vous savez que maintenant, il y a énormément de régimes sans. Donc, il y a les régimes sans gluten, mais il y a aussi des gens qui font des régimes sans lactose. Et puis, il y a tout simplement des personnes, par exemple, les personnes enceintes qui doivent éviter certains produits, les personnes qui ont des allergies, les personnes qui ne veulent pas manger de porc. Enfin, il y a toutes sortes de régimes aujourd'hui. Et donc, il y a une bonne idée de cette start-up qui a lancé Qualiot, ça s'appelle, et ça vous permet de vous rentrer dans l'application quelles sont les choses que vous ne souhaitez pas manger. Et du coup, ensuite, quand vous allez scanner un produit avec votre smartphone, il va vous dire si ça, oui ou non, vous avez le droit de le manger. C'est tout simple. Ça évite de lire, passer euh, 3 heures à regarder toutes chercher les sur les étiquettes. étiquettes et à chercher le bon truc. Très, C'est très pas mal. Hein. Et Mm. notamment pour les intolérants au gluten, ça peut être une idée parce Très que bien. c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans notre dossier en suivant le quotidien d'une petite fille qui est intolérante au gluten. Ça peut être extrêmement compliqué pour les gens qui sont réellement intolérants, qui ont la maladie cœliaque. Au quotidien, ça peut être très même désociabilisant. On a peur de tout ce qu'on mange parce que la moindre trace peut avoir des conséquences. Statistiquement, c'est Alors, c'est Alors, c'est 1% de la population. c'est pas si- Mais après, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup mal. de gens qui se sont dit, bah, moi, ça me fait du bien de manger sans gluten. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent au sans gluten. Donc, on s'est demandé que contiennent ces produits sans gluten. Ce sera tout à l'heure dans notre dossier. Mais d'abord, vous le savez, tu le sais, Fabien, Bien sûr. c'est le moment de la question conso. Non, mais je voulais. Qui a une voiture ici? Ouais. Qui a eu affaire à la fourrière ici? Oui, plusieurs fois. Ouais. En fait, ça dépend de l'endroit où tu habites. Hein. Parce qu'il y a des endroits, Eh oui. quand tu es près des fourrières, là, c'est la catastrophe. Ah non, mais c'est vrai, parce qu'ils s'embêtent pas, ils viennent juste à côté de la Tu fourrière. peux Bah aussi oui. être en règle C'est plus simple. près de la fourrière et ils ne t'enlèveront pas. Oui, bien sûr. Dans les grandes villes, être en règle, c'est pas facile. C'est pas la question, Gérard. Et parfois même, tu es en règle et ils t'enlèvent quand même. On en discutera peut-être tout à l'heure avec notre invité. Avec 250 000 enlèvements de véhicules par an, rien que dans la capitale, les fourrières sont donc devenues un peu la terreur des automobilistes. Et si elles sanctionnent les contrevenants, ces entreprises privées ne respecteraient pas forcément la réglementation en vigueur. C'est en tout cas l'avis de notre invité avec lequel on va discuter dans un tout petit instant. Alors, les fourrières sont-elles hors la loi? Premières explications, Dimitri Poupon, Johan Faure. En théorie, voilà à quoi devrait ressembler un camion de fourrière. Mais en pratique, vous l'avez sûrement remarqué, dans les grandes villes, nos voitures mal garées se retrouvent souvent embarquées par ces 4x4 tout-terrain, beaucoup plus rapides et pratiques. Sauf que ces véhicules pourraient être hors la loi.
Alors, que dit la loi ? Pour les véhicules de dépannage, la loi interdit de remorquer des charges de plus de 1800 kg. Ces 4x4 seraient en réalité trop légers pour remorquer des voitures jusqu'à la fourrière. Autrement dit, ces 4x4 peuvent tracter au mieux de petites citadines, mais certainement pas des berlines et autres utilitaires, ce qui est pourtant souvent le cas. Seuls les camions à plateau ont la capacité de tirer des charges de 7 tonnes maximum. Autre obligation, les fourriéristes devraient avoir un permis poids lourd ou un permis permettant d'atteler des remorques de plus de 750 kg. Or, avec ces 4x4, ils n'en ont pas besoin, alors qu'ils tractent en réalité des poids qui nécessiteraient ce type de permis. Mais alors, comment expliquer que ces 4x4 soient homologués ? Les professionnels profitent en réalité d'un flou juridique, car les véhicules emmenés ne sont pas considérés comme des remorques. Ensuite, la législation s'applique aux véhicules spéciaux de dépannage ou d'évacuation de véhicules accidentés. Or, les fourrières n'entrent dans aucune de ces catégories. Alors, peut-on vraiment dire que ces 4x4 sont hors la loi ? Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Maître Sébastien Dufour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste de la défense des automobilistes. On l'a vu dans le reportage, là, des 4x4 fourrières privées un peu hors la loi. Comment expliquer que les pouvoirs publics autorisent encore leur circulation ? Alors, les pouvoirs publics ne font strictement rien parce qu'ils ont un intérêt à ne rien faire, puisque ces 4x4 de fourrière, finalement, participent à cette espèce de raquette de l'automobiliste que l'on voit tous les jours dans Paris et dans les grandes villes. J'imagine qu'ils doivent avoir un agrément, une homologation quand même. Pour Alors, ils ont nécessairement un agrément, mais ce qui est assez rigolo, c'est que les 4x4 de fourrière sont homologués avec une loi qui ne leur est pas applicable. C'est-à-dire qu'on prend un arrêté de 75 qui s'applique finalement aux véhicules de dépannage et on l'applique aux véhicules de fourrière. Mais cet arrêté n'a rien à voir avec les véhicules de fourrière. D'accord. Est-ce qu'on a un risque que notre voiture soit plus abîmée si elle est enlevée par ces 4x4 ? Nécessairement, parce que le petit 4x4 de fourrière, il n'est pas adapté pour le poids et puis les dimensions de votre véhicule. Et on le voit d'ailleurs dans les circulaires qui permettent d'accéder dans les parkings souterrains. Souvent, les véhicules sont détériorés parce que, un, le véhicule n'est pas adapté pour ça. Et deux, surtout le chauffeur qui le conduit, il n'a pas l'habitude de conduire un attelage avec une remorque derrière. Donc, il se produit ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire des dégradations régulièrement sur les véhicules. Ça veut dire concrètement que si je vois que ma voiture est enlevée par un de ces types de véhicules, je peux essayer d'attaquer d'une manière ou d'une autre l'amende que je vais recevoir, parce que l'amende, elle peut être quand même assez salée. Hein. Votre question est pertinente, mais mon confrère le confirmera, c'est que vous ne pouvez pas contester la véracité de la constatation de l'infraction. C'est-à-dire que vous êtes mal garé, le PV, il est constaté. Par contre, le véhicule qui vient enlever votre véhicule, lui, en réalité, il n'est pas adapté pour ça. C'est-à-dire qu'on va détourner de la loi une législation pour l'appliquer à un autre véhicule, c'est-à-dire les petits 4x4 de fourrière, mais vous ne pouvez pas vous opposer à l'enlèvement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce que j'ai déjà fait avec certains clients, c'est faire tout un tatafoire en disant « mais le véhicule qui va emmener mon véhicule, le véhicule de fourrière, il n'est pas adapté, c'est hors la loi, appelez-moi un OPJ, appelez-moi la police. » Sur le coup, quand on le voit en train d'enlever, vous pouvez vous opposer à la demande d'enlèvement, vous pouvez vous opposer à ce que le véhicule emmène votre véhicule, et faire un tel bordel, si vous me permettez l'expression, qu'au final, vous allez voir que votre véhicule il va être reposé et c'est un camion plateau qui va venir le chercher. Ah oui, mais il sera enlevé quoi qu'il arrive. Je l'ai déjà vu. Oui, mais ça va y avoir plus de temps. Il va y avoir une très grosse gêne de la part de la société d'enlèvement. Et vous avez lancé une action avant l'été avec constat d'huissier à l'appui. Dans quel but et vous en êtes où ? Alors, oui, c'est pas le tout de dénoncer. À un moment donné, il va falloir agir. Et j'ai fait effectivement constater la nature des véhicules qui sont enlevés, avec les poids des véhicules qui sont enlevés, pour démontrer que on excède ce qui doit être autorisé par la loi, ce qui est autorisé par la loi. Donc, j'ai fait réaliser à plusieurs jours d'intervalle des constats d'huissier. Et puis, en début 2019, je pense que je vais monter une association pour regrouper tous ces gens qui sont lésés par les enlèvements illégaux de fourrière, avec les preuves de quel véhicule a enlevé le véhicule de fourrière. Et on va s'acheminer vers une plainte pénale déposée contre un certain nombre de personnages de la vie publique, notamment je pense à la maire de Paris, qui va devoir répondre du pourquoi, du comment on enlève des véhicules de fourrière avec l'assentiment. Enfin, on enlève des véhicules illégalement avec l'assentiment des pouvoirs publics. Oui, après, si on se fait un petit peu leur avocat, ça permet aussi de bloquer la circulation un peu moins longtemps, puisque ces véhicules vont beaucoup plus vite que quand il s'agit de faire monter sur un plateau le véhicule. Oui, mais moi, je vais me faire l'avocat de l'automobiliste. C'est que quand vous avez un véhicule de fourrière qui attend derrière le véhicule des services de la mairie de Paris pour attendre que la demande d'enlèvement soit faite, vous avez vu que parfois, le véhicule, il est enlevé avant même que le papier soit posé sur le véhicule. Or, si un camion plateau venait chercher votre véhicule, le temps que le camion plateau vienne, c'est 15-20 minutes, parfois une demi-heure. Vous avez largement le temps, vous, de venir, de récupérer votre véhicule avant que les roues soient enlevées. Alors que quand c'est un petit véhicule de fourrière qui attend déjà, si vous voulez, le client, en 10 secondes, 1 minute 30, c'est enlevé.
Alors justement, vous parliez de Paris, depuis le 1er janvier, c'est la mairie qui a récupéré, qui a repris la main sur la gestion des fourrières. Ça change quoi concrètement? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'avais dénoncé auprès de Mme Hidalgo en 2014 ce phénomène et l'illégalité des véhicules de fourrière, Mme Hidalgo avait dit « Ah, c'est pas moi, c'est le préfet de police de Paris qui gère ça. Voyez avec le préfet de police de Paris. » Et aujourd'hui, en 2018, depuis le 1er janvier 2017, c'est elle qui a repris les fourrières. Et aujourd'hui, ah ben on ne sait pas, ah ben on va voir, ah on va se renseigner. Mais tant que ces gens-là ne seront pas inquiétés par une plainte pénale et ne se retrouveront pas devant un juge d'instruction, il ne se passera rien. Le jour où un juge d'instruction va leur demander mais comment se fait-il que ces véhicules enlèvent des véhicules en état de stationnement irrégulier alors qu'ils ne sont pas homologués pour le faire, que le conducteur n'a pas le permis de conduire adapté, que le véhicule n'est pas homologué pour ça, là, il va y avoir un certain malaise. Après, c'est vrai, Gérard, qu'on a parfois l'impression que ces gens, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, sont payés au rendement parce qu'ils vont extrêmement vite quand on les voit faire. C'est assez impressionnant. Il y a un chauffeur d'un de ces véhicules qui a été interviewé dans une grande émission de reportage et qui dit qu'ils sont tenus d'enlever en 4 minutes le véhicule. Deux conséquences. Premièrement, 4 minutes, on ne prend pas un soin extrême. Ouais. Puis deuxièmement, s'il y a le propriétaire du véhicule qui n'est pas loin, il n'a même pas le temps d'aller chercher un ticket et de le ramener, puisque dès que le véhicule est parti du sol, c'est terminé. Puis deuxièmement, il dit, à partir de 10 véhicules, dans la journée bien sûr, on a une prime de 12 € par véhicule. Ah oui. Alors vous ferez le calcul, quelqu'un qui a 4 minutes pour enlever une voiture, qui au bout de 10 touche 12 € de jackpot chaque fois, eh bien effectivement, il peut aller vite. Et je pense qu'un des problèmes, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous le spécialiste, c'est que j'ai connu l'époque où il y avait effectivement un officier de police judiciaire qui devait être là et constater l'infraction et autoriser l'enlèvement. C'est une atteinte à la propriété. Maintenant, c'est devenu purement théorique. La fourrière fait ça sans surveillance. On peut enlever une voiture sans police aujourd'hui. Ça pose effectivement une difficulté parce qu'il y a eu un transfert de compétences. Alors, Mme Hidalgo est officier de police judiciaire du fait qu'elle soit maire de Paris. Mais c'est pas elle qui est là. Exactement, et ça pose un problème de délégation. ça pose beaucoup de travail. Elle est officier de police judiciaire comme tous les maires de France. Mais c'est très important parce que, en réalité, c'est l'OPJ, ce qu'on appelle l'OPJ, qui fait la demande d'enlèvement de fourrière. Et avant la demande d'enlèvement de fourrière, il y a une interrogation du fichier des véhicules volés, donc un fichier qui appartient à la police nationale, avant de procéder à l'enlèvement. Or, les délégataires de Mme Hidalgo, qui sont en réalité des agents de la mairie de Paris, moi je m'interroge, comment peuvent-ils avoir accès à un fichier police des véhicules volés avant de faire leur demande d'enlèvement? Ça, c'est aussi une question qui sera posée à un juge d'instruction. Et ça, c'est écrit dans le code de la route, c'est codifié. On interroge le fichier des véhicules volés avant de procéder à la demande. Fabien, on ne peut pas demander à des fonctionnaires de faire ce travail-là plutôt que le confier à des sociétés privées? Est-ce que ce ne serait pas plus sain, finalement? Cela serait pure folie. Pourquoi? Parce qu'une enquête de la préfecture de police de Paris a essayé de comparer les coûts. Ça serait 6 fois plus cher, à plus de 54 millions d'euros. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires à qui on confierait donc ce travail-là n'ont pas le droit d'être seuls dans le véhicule. Il faut être 2. C'est la réglementation qui fait ça. Il faut qu'ils soient 2. Ça fait 2 fois plus de rémunération, de salaire. La masse salariale est multipliée par 2. En plus de ça, selon toujours cette même réglementation, ils travaillent que 32 heures par semaine. Aujourd'hui, dans le privé, c'est 45 heures avec les heures sup. Peu importe. Ça fera encore une augmentation formidable de masse salariale. Vous vous rendez compte aujourd'hui? C'est 9 millions d'euros par an que ça coûte. En masse salariale, simplement. On passerait à 54. La préfecture de police est tombée de son armoire ou de sa chaise, parce qu'ils ont exactement comme mobilier. Non mais vous vous rendez compte? Eux-mêmes sont stupéfaits. Donc c'est beaucoup moins cher de passer par le privé. Et oui, 6 fois moins. On rappelle le business que ça représente, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est plusieurs centaines, à mon avis, de millions d'euros. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est exactement le même phénomène pour la constatation des infractions au stationnement. Aujourd'hui, on a privatisé les infractions au stationnement, la verbalisation, et on voit ce que ça donne. Enfin, à la fois, on dit que ça coûte trop cher si on le fait par la voie publique, mais en même temps, après, on dit qu'il y a des excès quand c'est privatisé. Voilà. Donc du coup, au final... Faut arrêter les amendes et les enlèvements de Non, mais on est au milieu, et puis finalement, on trinque. S'il n'y a pas de solution, en tout cas, il y a un rapport assez récent qui émane des fonctionnaires de la mairie de Paris elle-même qui prévoit 7 milliards d'euros de déficit pour la mairie de Paris en 2020. Donc il faut peut-être s'interroger là-dessus. Le privé, ça ne fonctionne pas bien. Le public, ça ne fonctionnerait pas. Pas du tout. Peut-être qu'il faut simplement appliquer la loi et le code de la route. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais là, en attendant, c'est pas moi qui ai fait la législation. Moi, je dénonce simplement les dérives que la mairie de Paris est en train de faire sur les véhicules et les enlèvements de fourrière. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau. On revient à notre dossier du jour. On vous pose la question, consommez-vous des produits sans gluten? Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà testé les régimes sans gluten, pas encore. Oui. Moi, j'ai essayé sur un certain nombre de produits, les pâtes, etc. Et tu as trouvé ça comment?
En termes Un de peu goût. moins bon. Un peu moins bon. Un petit peu, mais pas dégoûtant. La différence n'est pas énorme. Non, sur les non, pâtes, non, je suis d'accord, ça- la oui, différence ça n'est pas s'améliore. J'ai énorme. l'impression que là aussi, ça s'améliore. En tout cas, il y a 15% d'entre vous qui nous ont dit oui, j'ai déjà testé ces produits sans gluten. Alors que contiennent-ils? À qui est-ce qu'ils se destinent? C'est ce qu'on verra dans un instant dans notre dossier du jour. Nous, on va faire du fait maison sans gluten avec Farida et son invité, c'est le coup de foudre. Salut Farida et bonjour Delphine Malachard-Déressier. Bonjour Maya. Bienvenue dans la quotidienne. Vous êtes animatrice de télé, vous êtes comédienne et vous êtes intolérante au gluten, malade cœliaque depuis toute petite. Depuis que j'ai 2 ans. Oui. Voilà. Et vous êtes d'ailleurs marraine de l'AFDIAG. Depuis une dizaine d'années, Oui. qui est l'Association française des intolérants au gluten. Et on se bat pour faire justement connaître la maladie cœliaque, Oui. l'intolérance au gluten, et surtout par rapport à la sécurité sociale, au remboursement des médicaments. Oui, voilà. c'est ça. Parce que vous, donc, vous avez été diagnostiquée toute petite. Ça a été un long chemin déjà pour que le diagnostic soit posé, je crois. Oui, et ça a été que- un parcours du combattant, Ouais. parce qu'on a mis un peu plus d'1 an et demi à trouver. Et donc les médecins disaient, oui, écoutez, elle est capricieuse, votre fille, donc elle mangera quand elle arrêtera. Ben non, moi je mangeais beaucoup, mais je ne gardais rien. D'accord. Donc, quand on est maman, voilà, c'est pas très glamour. Mais 1 an et demi, on ressemblait en fait à un petit enfant du Biafra. Donc on est maigre, avec un petit ventre gonflé. Ouais. Et donc je fais tous les hôpitaux de France et de Navarre, et voilà. Bon. Et si on n'avait pas trouvé, si le petit docteur Jacob n'avait pas trouvé, je serais morte à 8 ans. Ah oui. Parce que le problème, c'est que l'abrasion de l'intestin grêle par le gluten quand on est intolérant, quand on est malade, parce que c'est une maladie au Ouais, départ. ouais, oui, on en parlera longuement tout à l'heure. C'est une maladie, donc, Ouais, ouais. donc on a mis longtemps. Donc ça fait Ouais. 40 ans que je suis à la mode. Hein, je vous vois venir. Non, non, pas du tout. Non, même non, pas. pas du tout, d'accord. Même pas. Mais vous avez imaginé aussi Oui. plein de recettes que vous Oui. pouvez faire partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, Delphine a écrit, donc là c'est son 7e livre, elle en a écrit 7, et là c'est Recettes sans gluten, donc super sain, il s'appelle, c'est aux éditions Solar. Il est riche en recettes du quotidien, les recettes En tous les photo. jours, avec des photos, En photo. de jolies illustrations, et on va notamment réaliser une recette De ce livre. de ce livre. Ouais. Mais avant, Delphine a aussi lancé sa chaîne YouTube. Il y a Oui, pas il y très a 2 longtemps. mois. C'est un D'accord. bébé et Très bien. ça s'appelle Vite une recette by Delphine. Ouais, Et donc je propose 1 fois par semaine, je poste une recette sans gluten, assez facile, ouais. entre 2 et 4 minutes. C'est des recettes du quotidien. Hein. Je suis maman, j'ai une fille aussi qui est intolérante au gluten Oh. depuis qu'elle a 7 ans. Bah, vous Et voyez. en fait, il y a plein d'astuces. Et plein c'est d'astuces plein dans de vos petites livres. astuces. Et puis j'explique aussi un petit peu ce que c'est parce que les gens connaissent mal. Connaissent en fait. encore assez Et mal. puis ils confondent. Alors aujourd'hui, on va prendre l'une de ces recettes. Oui. Des madeleines, c'est Les ça madeleines. Mais Oui, pas n'importe lesquelles. Non, des Oh là là. madeleines à la fleur d'oranger. Ah, Voilà. magnifique. Voilà. Il y a des odeurs de cornes de gazelle dans ces madeleines. Ouais. Oh là De là. quoi Mais a-t-on je peux besoin, pas Farida, raconter pour cette Je recette? sais. De la farine donc de riz, du sucre, du beurre, du lait, des œufs, de l'huile neutre, de la levure sans gluten et enfin de l'eau de fleur d'oranger. Par quoi commence-t-on cette recette, Delphine? Alors on commence par casser les 3 œufs, Oui. hein, tout bête. Et puis après on va mélanger. Donc là, bah c'est la voilà, base- j'ai voulu faire C'est un- la base d'une recette classique de madeleine hein, finalement. C'est la base classique, Hop sauf là. qu'on va trouver des alternatives. Ouais, Donc, c'est sans ça. gluten. On va trouver des alternatives. On va mettre de la farine sans gluten Oui. Là, ou de la farine de riz. donc là c'est de la farine de riz. là, On c'est aurait la pu farine mettre de quelle riz. autre farine? Oh, on aurait pu mettre de la farine de châtaigne, mais c'est très fort la châtaigne. Oui. Donc il faut en général mélanger de la farine de maïs, ça c'est très bien, de la fécule de pomme de terre, ça Ouais. c'est génial, Pour c'est très alléger. léger. Et il ne faut pas oublier que la fécule de maïs en fait épaissit 2 fois plus que la farine de blé. Donc il faut voilà. Il faut faire attention au dosage. Hein. Absolument, Ouais, ouais. faut pas se retrouver avec un truc dur comme C'est ça. Donc là il y a les 2 sucres, sucre vanillé et sucre Voilà, sucre vanillé pour le goût. voilà, sucre roux c'est Sucre pas blanc, mal. ouais. Donc en général, il faut battre jusqu'à ce que ce soit On fait blanc, blanchir. C'est ça. Ah voilà, c'est ça le terme. Et ensuite on ajoute les éléments un à un, c'est ça? On ajoute les éléments un à un, donc Donc on commence par la farine. farine de riz. Là, c'est farine de riz tout bête. Voilà. Ensuite, alors de la levure, mais c'est de la levure Sans gluten. parce que la levure en général contient de l'amidon de blé. Ouais. Évidemment, c'est interdit aux cœliaques. Mm. Donc là, c'est vraiment de la levure sans gluten. Ok. Ouais, non, mais pas trop La non moitié. plus. Oui, voilà. la Et moi, ce que moitié. j'aime bien mettre, c'est du bicarbonate parce que c'est très léger. Ah ouais, alors ça, le bicarbonate, ça permet en fait à la préparation de gonfler, tout Exactement. en apportant beaucoup de légèreté aux Absolument. pâtisseries. Donc c'est pour ça qu'on met ça souvent dans les muffins. Ouais, voilà, c'est Ouais. pour ça que les muffins comme ça Ils sont débordent, bien ils sont dodus. Bien dodus, c'est ça. Et ensuite on ajoute le beurre. Donc Alors, moi le j'ai beurre. déjà fait fondre le beurre de l'autre Ouais. côté. Ça, c'est sympa. Hop là, c'est Parce que sympa. ça met un hein. petit Voilà, peu- Je mets là Manal comme va le ça, faire c'est aussi. bon Je mets Ah tout non mais ici c'est un Oui, travail oui, en oui, équipe. oui. Hein. Il y a 90 grammes, 90 Ok. grammes. Tiède
tiède ou voilà, pas chaud parce que sinon après ça fait un choc thermique Ouais. avec le reste. Je mets une petite pincée de sel. Hop Oui, là. légère. Petite pincée de sel, légère. L'huile. Farida l'huile. aime bien mettre des pincées de sel. Ah oui, la petite pincée de sel, c'est vrai que dans une pâtisserie, ça rehausse toujours. Vraiment, Alors, même dans un gâteau au chocolat. Si on peut, je t'ai entendu tout à l'heure parler de bicarbonate. Et en fait, ce qui est important dans le bicarbonate, c'est effectivement que ça fait gonfler. Pourquoi? Parce que glu, en latin, ça veut dire colle. Et dans les pâtes normales, comme les Eh oui. pâtes à manger ou ça, c'est le côté élastique. Ouais. Et c'est ce qui manque dans C'est la ce qui cuisine manque, sans ouais, c'est ça. gluten. Et donc là, c'est ce qui va nous permettre de retrouver ça. Je peux ajouter les gouttes d'autres fleurs d'oranger? Oui. Ah bah oui. C'est de Hop l'extrait. là. Donc c'est beaucoup De plus fort l'extrait. que... Ouais, j'ai pas tout mis. Hein. Et donc, une fois que la pâte est terminée, vous allez pouvoir glisser dans les moules. Là, Alors, c'est des Là, moules à en fait, madeleine en on glisse. silicone, c'est ça? Alors on peut le laisser reposer au réfrigérateur. Oui. C'est pas idiot parce que justement le bicarbonate, C'est mieux. ça va permettre, c'est chimique, c'est une réaction chimique donc d'un petit peu plus Commencer le travailler. travail, ouais. Voilà. Et donc de gonfler plus rapidement Oui. pour avoir cette petite bosse. Hein. La fameuse petite La bosse. fameuse bosse. Et le four ou un four comme ça, ou Donc, un moule comme ça. Moule en silicone, soit silicone. moule. Soit le moule en dur, Voilà. classique. Là, Moi et je vais ensuite- prendre silicone. Trop Et bien. ensuite, vous avez une astuce au niveau de la cuisson, en termes de température. Voilà, alors il faut déjà faire précuire le four, Ouais. préchauffer le four. Et en fait, ce qu'il faut, c'est tout de suite mettre très très fort, mais Ouais. juste 5 minutes. Sinon, ça fait du brûlé, un petit peu comme ce que D'accord. vous montriez tout à l'heure, un peu noir. Oui, Du c'est ça. charbon. Ouais. Sauf que là, on va éviter le côté charbon. Et après, Et on vous baissez redescend à après. 150. On descend, voilà. ouais, D'accord. 175, En gros, 15 à 20 minutes. 175, ouais. Parfait. Mais ça dépend des fours, donc il faut quand même surveiller. Eh ben, c'est super. Merci Bah, nous, on va beaucoup. tout, on À va tout mettre à tout ça l'heure. au four. Hein. Ouais, j'ai déjà envie d'aller les trucs. Ah non, non, là. non, pas encore. Bon, tout à l'heure pour la dégustation, À nous tout à l'heure, partons dans Manuel. l'Hérault visiter un beau vignoble. J'achète un château en Espagne. J'achète un château en Espagne. J'achète un monde. Oui, c'est un château au milieu des vignes que nous allons visiter cette semaine avec toi, Jean-Sébastien. Où va-t-on? Nous partons en Occitanie pour l'Hérault, dans le village de Gignac. C'est grosso modo entre Montpellier et Saint-Guilhem, le désert, une route absolument magnifique. Et Gignac, c'est un village qui a presque des allures provençales. Vous voyez, il y a une place avec quelques platanes autour, des cigales. Et puis des terrasses de café, on pourrait jouer à la pétanque, et c'est tranquille. Il y a un marché traditionnel ultra réputé dans la région à Gignac. Et puis alors, il y a là-bas un très vieux domaine, connu depuis le 9e siècle, posé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis 5 siècles, il appartient à la même famille. C'est le domaine de Rieussec. Les premiers pieds de vigne ont été plantés là-bas il y a plus de 500 ans. Imaginez, c'est absolument considérable. Et c'est Marie-Hélène Deltor qui veille sur ce lieu, sur ces vignes, sur ces jardins, sur le château. Et il y a même quelques surprises qui se Alors, trouvent. partons à la découverte de ce château, de ce vignoble et de Marie-Hélène avec Thierry Andréau. Situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le domaine de Rieussec à Gignac a toujours appartenu à des magistrats qui sont les ascendants directs de Marie-Hélène, elle-même avocat du barreau de Nice. D'une superficie de 4 hectares, le vignoble appartient à la même famille depuis 1460. Ici, nous sommes au domaine de Rieussec, qui appartient au vignoble La Croix-Deltor. C'est un domaine viticole, mais c'est également un monument historique qui est protégé depuis 2008 au titre des bâtiments et des jardins, et donc l'ensemble des extérieurs. Le site est très ancien, occupé il y a probablement plus de 1000 ans par une bâtisse romaine sous le nom de Villa Granario. Le premier vignoble exploité remonte au moins à cette époque. C'est aujourd'hui l'emplacement d'un jardin à la française, situé à proximité du caveau familial des ancêtres de Marie-Hélène, installé là il y a 250 ans. La dernière personne à y avoir été enterrée, c'est mon quincailleul, c'est-à-dire c'est le grand-père de ma grand-mère. Le grand-père de la grand-mère, c'est lui, Jules Reynaud, un membre illustre de la famille de Marie-Hélène. C'est lui qui est à l'origine du canal de Gignac, construit en 1890, et qui irrigue aujourd'hui encore les vignobles d'une vingtaine de communes de la plaine de l'Hérault. La production viticole est historiquement attachée au domaine de Rieussec, qui revendique pleinement l'ancienneté de cette culture. Le vin, la vigne, c'est depuis l'occupation romaine. Rieussec, c'était une villa romaine et le vignoble a toujours existé depuis au moins le 5e siècle.
Et sur la carte de Cassini, le vignoble existe également à la fin du XVIIe siècle. Il s'est développé au XIXe, ce qui nous donne l'assurance que nous sommes dans une continuité historique de production de vin depuis 15 siècles. Nous allons nous diriger à présent vers la maison principale du domaine. Sur notre chemin, nous allons arpenter cette étonnante allée de buis. C'est ce que l'on appelle une allée de prière ou de méditation. Ici, au sein de ce jardin spirituel, le promeneur est invisible de l'extérieur. Le temps de parcours de sa longueur, 250 mètres, correspond exactement au temps de lecture d'un texte biblique. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu de méditation et c'est un lieu où effectivement nous avons beaucoup de plaisir à venir nous promener, tout en comprenant que c'est aussi un lieu de travail car il faut entretenir les buis et tailler cette allée de buis. À côté de la bâtisse principale, d'une architecture simple et fonctionnelle, se trouve l'orangerie qui est devenue un espace détente, mais aussi un musée qui rassemble les résultats des fouilles archéologiques de la villa romaine. La décoration intérieure de la maison est un ensemble baroque d'antiquités et de souvenirs familiaux. Petit détail qui a son importance, personne n'a jamais habité ici. C'est ce que l'on appelle littéralement une folie. Rieussec est ce que l'on appelle une folie d'arrière-pays, une folie vigneronne. Alors vigneronne parce qu'on y fait du vin, c'est un domaine viticole, et une folie, c'est un jeu de mots entre folia, la feuille, mais la folie parce que c'était certainement une folie que d'entretenir ce type de maison uniquement pour le plaisir de la promenade quelques jours par an. Une tradition familiale appelée à durer. Les 3 enfants de Marie-Hélène sont déjà prêts à reprendre sa suite. Rieussec, c'est une histoire de famille, de celle qui traverse les âges. Eh ben, c'est absolument magnifique ce château. Et j'ai un petit fait pour les jardins autour. C'est très beau. Hein. C'est absolument magnifique. Ils font partie intégrante du domaine. Ils ont été inscrits sur la liste des monuments historiques en même temps que le domaine, ces jardins. Et alors, l'allée de prière et de méditation qu'on voit à la fin, cette allée de buis qui fait 250 mètres de long est totalement remarquable parce que déjà 250 mètres de long à tailler tout droit, c'est pas simple à faire. Et puis vous demanderez à Alain Baraton Et il nous a dit que les buis allaient disparaître. Voilà. Et le maintenir dans cet état-là, c'est déjà exceptionnel. Et reparle-nous de la folie de Rieussec. Alors, les folies languedociennes, elles jalonnent tout le pourtour méditerranéen. En fait, c'était le signe de la prospérité des négociants en vin et des vignerons. Ils se faisaient construire ce genre de propriétés dans lesquelles parfois ils n'habitaient pas uniquement pour montrer leur richesse et leur opulence. Alors, l'orangerie de Rieussec, on peut la louer. Pour faire des réceptions, pour un mariage, pour demander quelqu'un en mariage aussi, c'est pas mal. Et alors, petite anecdote, avant, ça n'était pas une orangerie. Ah non. Et non, c'était quoi? On s'interroge. C'était une magnanerie. Tout à fait. Parce qu'on cultivait à Rieussec énormément de mûriers pour nourrir les vers à soie. Et on a, jusqu'au XVIIe siècle, il y a eu une activité de soierie. Et puis bon, c'est parti évidemment avec la mondialisation, c'est parti loin en Chine et c'était moins cher. En attendant, on n'a pas toujours fait. Là, on refait enfin du vin à Rieussec parce que les vignes, si elles ont toujours existé, étaient exploitées par la coopérative et depuis 2002, Marie-Hélène a recréé une cave, a refait des chais, a rénové, restructuré le vignoble. Ces vins sont absolument récompensé dans toutes les manifestations. Je propose qu'on passe à la dégustation. Et en attendant, ça n'a pas été simple de faire ça, parce qu'elle a été obligée de se battre en 2007 contre une voie de détournement, de contournement de Gignac qui devait passer carrément au milieu des vignes, qui devait amputer un morceau de son jardin classé monument historique. Et c'est parce qu'elle est avocat de formation qu'elle est arrivée avec un dossier blindé devant le président du conseil départemental. Et elle a eu gain de cause. Et elle a eu gain de cause sans passer par la case justice. Bravo. Un avocat, Ils sont forts, ces avocats. C'est hyper utile, c'est pour ça qu'on le soigne. Merci Jean-Sébastien pour cette découverte. Mais en attendant, même un monument historique peut être menacé par les pouvoirs publics qui, des fois, n'en ont strictement rien à faire. Bon, merci Jean-Sébastien.
Tu seras avec nous la semaine prochaine, mardi, pour nous parler de cette France qui des bouge. initiatives, la France qui bouge. Et d'abord, avant de passer à notre dossier du jour, toute cette semaine, on se mobilise pour l'association l'ADAPT qui s'occupe de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées et qui organise la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc tout au long de la semaine, il va y avoir plusieurs événements partout en France pour essayer de sensibiliser le public à cette grande cause et ils ont besoin de vous. Oui, parce qu'en France, il y a un peu plus de 2,5 millions de personnes reconnues administrativement handicapées. Et le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap atteint les 19%. L'association, elle est présente au quotidien. Elle accompagne plus de 16 000 personnes dans la recherche d'emploi, dans l'insertion professionnelle, l'insertion sociale. Et elle a besoin de bénévoles pour poursuivre cette mission. Des bénévoles notamment à Strasbourg, à Nantes, à Caen, Bayonne, Toulouse et Montpellier. On vous rappelle qu'on recherche toute la semaine 30 nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressé par le formidable travail de cette association, rendez-vous sur la page Facebook ou alors vous nous envoyez un message. Soyons solidaires @laquotidienne.net. Merci beaucoup d'avance. Allez, Victoire et Gérard, on vous embarque. On va parler des produits sans gluten. Dossier du jour. On n'en mange pas, hein? Non. En France, au moins 8% de la population mangerait aujourd'hui sans gluten. Depuis quelques années maintenant, les produits sans gluten ont la cote et même les grandes marques s'y mettent. On en trouve de plus en plus dans les rayons. Mais alors, que contiennent ces préparations entre les gens vraiment intolérants et ceux qui se disent seulement sensibles au gluten? À qui ces produits sont-ils destinés? Est-ce qu'ils sont bons pour la santé ou pas? Et pourquoi sont-ils si chers? On va voir tout ça avec nos invités du jour. Sophie de Rénal, bonjour. Vous êtes directrice marketing du cabinet Nutri Marketing. Et à vos côtés, Corinne Chichporti-Chayache. Bonjour Corinne, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Alors les produits sans gluten ne sont pas qu'un effet de mode ou un objet marketing, puisque 1% des Français seraient atteints de la maladie cœliaque. On en parlait en cuisine tout à l'heure avec Delphine. C'est une maladie qui interdit totalement la consommation de gluten. Une situation pas toujours facile à vivre. Fanny Chauvin a suivi le quotidien de Manon dans son quotidien. Regardez. C'est un rituel. Manon est toujours la dernière au petit déjeuner. Tu commences à quelle heure aujourd'hui? À 8h, mais il est pas très en avance ce matin. À 14 ans, Manon est cœliaque, c'est-à-dire intolérante au gluten. Alors, au petit déjeuner, pas de croissant ni de baguette de la boulangerie, mais du pain fait maison à partir de farine sans gluten. Il est beaucoup plus dense. Et après, il a un goût différent, mais il est pas... Enfin, moi, je le trouve bon. Hein. Enfin, de toute façon, j'ai pas trop le choix, mais... Pour réchauffer ce pain sans gluten, sa mère a investi dans un second grille-pain pour éviter qu'il soit en contact avec le pain traditionnel. Et ce n'est pas la seule précaution prise par toute la famille. Fais attention parce qu'il ne faut pas que la cuillère puisse toucher le pain qu'on réutilise et que Manon on réutilise la cuillère pour prendre la confiture parce que là évidemment il y aurait du gluten qui serait sur la cuillère. Donc c'est pas bon. En effet, manger des produits avec gluten peut lui provoquer des maux de ventre et sur le long terme, abîmer son intestin. Conséquence, les aliments ne seraient pas digérés, provoquant ainsi des carences. Les symptômes ont commencé il y a 2 ans. Au départ, la jeune fille se plaignait de maux de ventre. En pleine adolescence, elle ne grandissait plus et perdait du poids. Ses parents se sont inquiétés. Après des examens médicaux, le diagnostic est tombé. C'est vrai que quand je dis aux gens que je suis intolérante au gluten ou que je peux pas manger de gluten, je préfère dire que c'est une maladie parce que après les gens ils peuvent croire que c'est une mode ou des choses comme ça. Un effet de mode qui a le mérite de faire connaître cette maladie et de faciliter le quotidien des intolérants au gluten. Pour cette collégienne, ça commence à la cantine. Son établissement a prévu un plat spécial qui s'adapte à plusieurs types de régimes, sans sel, sans lactose et aussi sans gluten. Au menu aujourd'hui, ce sera poulet aubergine. Un plat régime, s'il vous plaît. Dans son ancien collège, rien n'était prévu pour son régime sans gluten. Manon devait apporter son propre déjeuner. Dans mon ancien collège, du coup, comme je prenais pas, je passais pas le self, les gens parfois ils me regardaient un peu bizarrement, voilà. Mais là, du coup, c'est un peu comme les autres, donc on voit pas trop la différence. Il y en a qui remarquent même pas. D'avoir un plat régime au sein de la cantine, en fait, du self, permet aux élèves de ne pas se sentir marginalisés, d'une part, et en même temps, ça les rend beaucoup plus autonomes aussi dans le choix de ce qui peut leur convenir ou pas. Sur le plateau de Manon, des laitages, des fruits et des légumes.
Une alimentation saine qui a de nouveaux adeptes. Manon, en fait, elle mange souvent des bananes comme dessert. Et du coup, ça m'a donné aussi... Enfin, maintenant, je mange beaucoup plus de bananes qu'avant. Avant, je prenais plus des petits gâteaux et tout ça. Donc, c'est vrai qu'elle a un peu influencé ma manière de manger. Mais aujourd'hui, les intolérants au gluten peuvent aussi se faire plaisir, à condition de bien lire les étiquettes. C'est dans ce supermarché que nous retrouvons justement Manon et sa mère. A priori, pas de risque de retrouver du gluten dans le chocolat, mais il faut rester vigilant. Souvent, il y a des traces en fait de gluten et du coup, faut faire attention parce que justement, je ne trouve pas non plus les traces. Et c'est souvent ça qui est le plus embêtant aussi parce que faut regarder. Puis c'est pas écrit très gros. Les allergènes sont soulignés, donc a priori ça c'est bon. Ouais, il y a juste du lait. Un petit œuf. Pour le pain et les gâteaux, Stéphanie n'a pas le choix. Elle doit acheter des produits sans gluten. Un vrai budget car ils sont beaucoup plus chers. Mais il y a 10 ans, l'assurance maladie a décidé de prendre en charge une partie de ces surcoûts. Alors, il faut s'organiser. Ils ont tous leur petite étiquette. Voilà. On collecte les petites étiquettes. Et ensuite, voilà, ça aussi. Et ensuite, on les met sur une feuille et tous les mois, on envoie à l'assurance maladie qui rembourse une partie des produits sans gluten qui sont avec leurs étiquettes. Chaque mois, les parents de Manon reçoivent donc 45 € de l'assurance maladie. Côté soutien, Manon peut aussi compter sur sa famille qui n'hésite pas à adopter le même régime. Comme ce soir, avec au menu une quiche lorraine sans gluten. Depuis qu'on mange sans gluten, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a plein de petits plats maison. On a beaucoup plus de petits plats maison et donc ça, c'est plutôt sympathique. J'aime bien et je me souviens même plus du goût de la quiche avec gluten maintenant. Avoir la chance d'être bien entourée, c'est la force de Manon pour l'aider à respecter ce régime qu'elle devra suivre toute sa vie. Bah oui, c'est en famille souvent qu'on traverse ça. Elle est adorable en tout cas. Les gens comme Manon ou comme Delphine qui sont atteints de la maladie cœliaque, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Ça représente à peu près 1% de la population, soit 600 000 personnes. Oui. C'est vrai que c'est confusant parce que parfois on parle d'allergie au gluten, d'intolérance, de sensibilité. C'est quoi les différences entre tout ça? Alors, oui, effectivement, il y a 3 entités finalement différentes. Il y a vraiment l'intolérance au gluten, qu'on appelle la maladie cœliaque. C'est effectivement le cas de Manon. Ouais. Et donc là, le sujet, il est assez clair. C'est aucun contact avec éviction totale des produits avec gluten. Ouais. Après, vous avez une sensibilité au gluten qui est une forme plus ou moins larvée d'intolérance au gluten, pour lequel il y a peu d'éléments à disposition dans la littérature scientifique qui ressemblent un peu aux mêmes symptômes, c'est-à-dire souvent des ballonnements, des troubles digestifs, un inconfort digestif et certains symptômes qui peuvent être rapportés, qui ne sont pas forcément en relation d'ailleurs, mais qui sont souvent rapportés. Et cette entité, elle est très mal connue parce qu'on ne sait pas si elle a une vraie valeur scientifique. Et après, vous avez l'allergie au gluten, qui est encore autre chose. L'allergie, c'est un vrai mécanisme immunologique rapide qui peut aller des simples démangeaisons jusqu'à un urticaire géant ou même un choc anaphylactique, dans les cas les plus extrêmes. Là, c'est encore autre chose et ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes immunologiques qui sont mis en cause. Mais comment on sait si on est vraiment intolérant? Alors, l'intolérance au gluten, elle repose sur un diagnostic qui est fait par un médecin. Une prise de sang d'abord. Exactement. Donc, on mesure des anticorps qu'on appelle les anticorps antitransglutaminase, qui signent finalement une réaction de l'organisme face à cet antigène qu'est le gluten. Et on confirme le diagnostic en faisant une fibroscopie et une biopsie au niveau du tube digestif, de l'intestin grêle, parce qu'en fait, la caractéristique de l'intolérance au gluten, c'est qu'il y a une atrophie des villosités intestinales. Donc ça se traduit notamment aussi par un syndrome de malabsorption. C'est-à-dire que vos vitamines, vos minéraux sont moins bien absorbés. Il y a des carences en fer, il y a une anémie, il y a une fatigue importante. C'est tout ça. Avec un vrai danger pour la santé derrière. Absolument. Mais pour les gens qui se disent juste sensibles, il n'y a pas vraiment de test en fait. Ben non, il n'y a pas de test. C'est eux-mêmes qui le constatent. Absolument. Et on les accompagne au mieux. Et souvent, je vous dis, l'entité, elle n'est pas vraiment reconnue encore. Elle commence à être identifiée, on commence à l'évoquer, mais la reconnaître vraiment d'un point de vue scientifique, ça fait l'objet encore beaucoup de débats contradictoires. Sophie de Rénal, qu'est-ce que le gluten? Alors, le gluten, c'est la protéine de certaines céréales comme le blé, l'avoine, le seigle, l'orge. Et donc, dans le cas de ce gluten, c'est aussi quelque chose qui a un pouvoir texturant assez fort. C'est ça qui vous fait que votre pain, il est bien aéré, qu'il est lié, qu'il y a une structure. Et donc, il est très important au niveau technologique dans la fabrication. C'est ça, et on y pense évidemment pour le pain, on y pense pour les pâtes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en trouve dans près de 70% des produits alimentaires. Aujourd'hui, il y en a absolument partout. Quelques exemples un peu étonnants, comme cette sauce soja qui va contenir du gluten,
ces saucisses lentilles, ça, là, les petits bâtonnets, pareil. C'est un liant, donc c'est un liant qui est en plus pas très cher, donc c'est vrai que c'est facile à mettre en œuvre dans les produits alimentaires, et il a un rôle vraiment technologique. Ça vous fait une texture, une bonne texture. Et alors, comment vous expliquez l'engouement pour les produits sans gluten aujourd'hui? Alors ça, c'est assez curieux parce qu'effectivement, 90% du marché est fait par des gens qui ne sont pas pathologiquement atteints. Ouais. Donc il y a effectivement une part de buzz un peu. Hein. C'est vrai que quand vous avez Lady Gaga qui vous dit c'est le meilleur régime que j'ai connu, c'est le sans gluten, ou quand vous voyez Novak Djokovic qui vous dit que c'est pour ça qu'il est numéro 1 mondial, ou enfin voilà. Donc il y a une côté tendance, et puis il y a, comme le disait Corinne, des gens qui vous disent moi j'ai vraiment un meilleur confort digestif et je me sens mieux depuis que j'ai arrêté. Et ça, faut l'entendre parce que c'est là. Moi, ce que je constaterais plus, c'est on va un peu comme le côté flexitariste, c'est-à-dire que je réduis ma consommation de gluten sans pour autant me passer d'une bonne baguette de temps en temps. Et ça touche aujourd'hui 12 millions de consommateurs réguliers en France, donc c'est devenu un business assez important. Il y a Nina qui nous dit, sur les conseils d'une amie, j'ai arrêté de manger du gluten depuis 1 mois, mais est-ce que s'en passer totalement peut être dangereux pour la santé? Est-ce qu'il peut y avoir des carences? Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a rarement des carences, pour être très honnête, parce qu'il y a une variété dans l'utilisation des céréales qui fait que de toute façon, vous allez retrouver les nutriments dont vous avez besoin. Par contre, le danger qu'on ne voit pas souvent, et qui peut arriver notamment chez les plus jeunes, c'est des vrais troubles du comportement alimentaire. Il y a un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie, effectivement, qui est caractérisé par un hyper-contrôle de ce qu'on mange. Et on retrouve souvent, moi j'ai vu des patientes qui sont rentrées dans une orthorexie, voire une anorexie, en rentrant dans un régime sans. Vous évoquiez le sans gluten, mais on est dans la mode des sans. C'est sans gluten, c'est sans lactose, c'est sans viande, sans poisson. Donc c'est une vraie tendance de fond. Vous le voyez, vous, dans les consultations, vous en avez de plus en plus. Moi, j'ai vu des gamines de 18-20 ans auxquelles on a retiré le gluten un peu facilement, je pense, et qui ont développé une vraie orthorexie qui s'est compliquée après en anorexie. Donc c'est pas neutre. Je vois juste sur ce point Delphine qui est en train de réagir et de s'agacer en cuisine. Vous ne mangez pas du tout de gluten, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Ah non, moi je suis cœliaque depuis que je suis bébé, non. Et est-ce que vous avez eu des moments comme ça où vraiment ça devenait difficile pour vous? De solitude? Oui, des vrais moments de solitude, quoi. Bah oui, parce que dans une société d'êtres humains, qu'est-ce que vous faites? Vous vous nourrissez. Donc tous les repas, c'est un acte social, et le problème, c'est que ça nous casse, ça nous sépare de ça. Donc on se sent exclu, à part. Donc moi, c'est depuis que je suis bébé, donc ça va. On m'a filé depuis 7 ans, ce qui veut dire que pendant 7 ans, on a pu manger des churros, des tartines, des trucs avec ses copains. Et c'est plus délicat, et ça peut arriver à 45 ans. C'est une maladie qui se déplace à n'importe quel âge. Ouais. Donc c'est vraiment socialement, c'est difficile à vivre. Ouais. Véronique nous dit, je mange sans gluten depuis presque 1 an. Maintenant, j'en tire un bilan positif. Ma peau est plus belle, plus de cernes, nous dit-elle. J'ai plus d'énergie, surtout, je suis de bien meilleure humeur. C'est vrai que beaucoup de gens qui ont banni le gluten disent qu'ils ont repris du confort, ils sont plus heureux même, ils ont un meilleur moral. Est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que vraiment ça peut avoir un effet? Quand on regarde les études scientifiques, il n'y a rien qui le démontre. Si on est vraiment purement scientifique, il n'y a pas de données cliniques qui corroborent ce type de résultats. Maintenant, on a des patients qui vont mieux, et nous, notre rôle, c'est pas de les juger, notre rôle, c'est de les accompagner, et donc de les aider finalement dans ce meilleur confort, en les mettant en garde contre les risques potentiels, et en leur apprenant souvent à reprendre un petit peu confiance avec ce type de produit, en les réintroduisant progressivement, et souvent, ça se fait pas mal. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, Victoire, c'est qu'il y a de plus en plus de sportifs qui s'y mettent au sans gluten. Là aussi, il y a peut-être un effet de mode, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se confirme. Oui, tout à fait. On parlait de Novak Djokovic. Oui. Selon l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, 40% des athlètes de haut niveau, au niveau mondial, sont passés à des régimes sans gluten. Pour améliorer leur qualité de vie et même leur performance. Comme vous disiez, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui montrent que quand on enlève le gluten, on a de meilleures performances sportives. Il n'y a rien qui le montre. Mais c'est suffisamment important pour que l'INRA ait décidé d'investiguer sur cette question. Donc, ils sont en train de recruter en fait un panel de sportifs, des sportifs qui font beaucoup de sports d'extrême et d'endurance. Pourquoi? Parce que dans ces sports-là, on mange beaucoup de pain, on mange beaucoup de pâtes. Donc, au départ, on mange beaucoup de gluten pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur organisme. Si alors, eux, ils n'ont pas complètement supprimé, ils ont abaissé la quantité de gluten que consomment ces athlètes. Et en fait, ils les soumettent à des batteries de tests d'effort, tests sanguins, etc. L'idée, c'est quoi? C'est à la fois de voir si effectivement les performances sportives s'améliorent, mais plus largement de voir qu'est-ce qui se passe dans un organisme quand on réduit la quantité de gluten. Mais c'est vrai que c'est un phénomène, c'est mondial aujourd'hui.
Juste si on revient un peu sur les symptômes que vous évoquiez, c'est des symptômes qui sont finalement très peu spécifiques. Quand on parle de fatigue, quand on parle de douleur abdominale, quand on parle de ballonnement, on est sur des choses qui sont peu spécifiques. Donc vous pouvez mettre 200 000 choses dedans. Donc c'est très compliqué de le relier vraiment typiquement à un mode alimentaire. Et surtout à un type d'aliment. Moi, ce que je me rends compte, par exemple, pour les ballonnements intestinaux, c'est que souvent, les gens, c'est pas simplement ce qu'ils mangent, c'est aussi comment ils mangent. On est dans une société où on mange son sandwich dans le métro, on cavale, et quand vous leur réapprenez juste à manger comme il faut, à remastiquer comme il faut, ils retrouvent un vrai confort digestif. Et le produit, c'est pas gluten, le problème, c'est pas avec ou sans gluten, c'est comment. Même les sportifs, parce que quand on fait beaucoup d'endurance, on a souvent des problèmes digestifs. Donc, est-ce que c'est l'activité excessive de sport, l'activité intense, ou est-ce que c'est le gluten? Donc c'est ça, on ne sait pas vraiment en fait. Ça vaut le coup d'aller faire des recherches. Remarque intéressante de Jacques qui nous dit avant on n'entendait jamais parler d'intolérance au gluten, pourtant nos grands-parents mangeaient bien plus de pain que nous. C'est le blé moderne qui nous intoxique. Est-ce que le blé il est vraiment différent aujourd'hui? Oui, il a été différent parce que on a justement cherché à faire des variétés plus riches en protéines possibles, donc plus riches en gluten possible. Et il a raison, parce que dans les débuts du XXe siècle, c'était 900 grammes de pain quotidien pour chacun. Aujourd'hui, on doit être à 100 grammes peut-être. On a beaucoup baissé notre consommation de pain. On a énormément baissé, mais effectivement, les céréales ont été... on a cherché à les faire les plus riches en protéines. Donc on les a gonflés au gluten un peu. Oui, c'est ça. Donc, et aujourd'hui, on ne pourrait pas faire dans l'autre sens, le travail inverse, essayer de trouver des formules plus digestes? Effectivement, à la fois pour avoir des variétés qui seraient avec moins de gluten, ou alors avec du gluten qui serait auquel on serait moins sensible. Et à côté de ça, vous avez aussi des recherches sur des probiotiques, donc des ferments qui permettraient d'aider à l'assimilation, à digérer. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure que le gluten permettait de donner de la texture, plus d'élasticité à la pâte, plus de croustillant aussi au produit. Du coup, comment les industriels font-ils pour le remplacer? Eh ben alors, ils vont passer, d'une part, évidemment sur d'autres céréales, et ils vont rajouter des texturants, notamment pour tout ce qui est le pain. Donc, on va perdre en naturalité, forcément, quand on va vouloir un pain sans gluten. Sur le reste des produits, alors vous évoquiez tout à l'heure des plats cuisinés, des sauces et tout ça. Là, c'est relativement simple. On va dire, on va nettoyer une recette, on va rajouter un autre amidon, ça peut être du tapioca ou autre, c'est assez facile. Par contre, vous avez effectivement sur tous les produits de boulangerie, gâteaux, etc., où c'est un peu plus compliqué. Alors, dès qu'il y a du sucre, du chocolat, de la confiture, c'est facile, le goût, ça passe. Il y a du gras, du sucre, ça passe. C'est vrai que pour le pain, par exemple, c'est plus compliqué. On a appris l'exemple là d'un pain sans gluten. Vous avez regardé ce qu'il y avait sur l'étiquette. Bon, il y a pas mal d'additifs. Hein. On va regarder la composition de ce pain de campagne. Tu vas pouvoir le goûter d'ailleurs, Gérard. Tu l'as devant toi. L'étiquette est appétissante. Voilà, avec des noms parfois imprononçables. Est-ce que tout ça, c'est embêtant de trouver ça sur une étiquette ou finalement, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça? On sait que plus il y en a, moins c'est bien. Donc déjà, si on peut faire un travail comparatif en identifiant celui qui a le moins de longueur en termes d'additifs, ça c'est la première bonne nouvelle. Et puis on se rend compte quand même qu'en termes de teneur en protéines, c'est moins intéressant, évidemment, par définition. Donc la qualité protéique du pain s'en trouve affectée. Et on a moins de teneur en fibres aussi. Donc d'un point de vue nutritionnel, c'est un peu moins intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard, au goût? C'est pas mauvais au goût, mais je trouve qu'il faut beaucoup plus le marché. C'est ça. Ce qui n'est pas mauvais pour la santé, au contraire. Mais ça exige effectivement une mastication beaucoup plus importante que pour du pain de boulot. Eh ben oui, mais il n'y a pas eu le... Est-ce que globalement, là aussi, on a ces petits cakes avec du chocolat à l'intérieur. Bon, on trouve pas mal là aussi de produits, peu d'additifs qui peuvent un peu nous alerter. Bon, soit dit, dans la version avec gluten, on en trouverait aussi sans doute. Bien sûr. Mais est-ce que globalement, les produits sans gluten sont forcément peut-être plus sucrés ou plus gras que leur équivalent avec? Alors, il faut tordre à une idée qui est souvent répandue. C'est les patients vous disent moi, je mange sans gluten. Donc, ils ont le sentiment, si vous voulez, qu'ils prennent mieux soin de leur santé, que parce qu'ils mangent sans gluten, ils peuvent manger de tout. Oui. Ils peuvent manger même autant qu'ils veulent parce que c'est sans gluten. Oui. Et en fait, quand on regarde un petit peu de façon comparative, c'est ce que disait Sophie, c'est que souvent, on rajoute un peu de chocolat, on rajoute un peu de matière grasse, on rajoute un peu de sucre. Et on voit que les teneurs, quand on regarde la ligne matière grasse et sucre, est souvent plus importante. Oui.
Thibaut nous dit, pour moi, le sans gluten, c'est encore un piège à gogo pour nous vendre des produits plus chers. Alors là, on ne peut pas lui donner totalement tort, c'est que les produits sont effectivement beaucoup plus chers. On a comparé, par exemple, des pâtes de la même marque, qui plus est, vous voyez, 1,58 € pour la version avec, 4,30 € le kilo pour la version sans gluten. C'est la même chose pour 2 packs de bière blonde de la même marque. On passe de 5,96 € à 8,66 €. Qu'est-ce qui explique, Sophie Drenal, que ce soit aussi cher de produire des produits sans gluten ? Alors d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, le gluten, c'est pas cher. Le blé, c'est pas cher. Donc effectivement, un produit à base gluten, au départ, il est moins cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour faire des pâtes sans gluten, et là vous donniez un exemple, et c'est valable pour tous ceux qui le font, ils ont été obligés de construire une usine spécifique. On l'a vu dans le reportage de tout à l'heure. Vous pouvez pas dire, ben voilà, ma ligne, elle vient de faire mes pâtes au blé, et puis je la nettoie vaguement, et puis je repasse mon produit sans gluten derrière. Donc ça veut dire qu'il faut des approvisionnements à part, faut une usine à part, faut une ligne de production à part, et sur des productions qui vont être beaucoup plus petites, parce qu'aujourd'hui, le marché du sans gluten en France, c'est 90 millions d'euros, c'est rien, quoi. C'est vraiment une niche. Même au niveau mondial, c'est 7 milliards d'euros, d'euros au niveau mondial. C'est même pas le blé en France, quoi. Donc ça coûte cher à produire parce que ce sont des petites quantités encore aujourd'hui. Quantités, oui. Et on les reconnaît à ce logo qu'on peut voir donc sur les paquets. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît ces produits sans gluten. Le logo de l'association ? La BIAG, donc des intolérants au gluten. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ce dossier. Avant de répondre à vos cas pratiques dans une seconde, il est temps maintenant d'aller déguster des madeleines sans gluten. On a été trop rapide. Et voilà. Un petit retard, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe alors ? Et ça papotait. Ah ben voilà. Gluten. J'ai vu parce que magnifique. C'est chaud. c'est chaud, c'est génial, j'adore. Gluten trop chaud. Et alors, donc, à la fleur d'oranger, la petite spécificité. C'est fleur d'oranger. C'est très bon avec des pépites de chocolat aussi, mais là, déjà, la fleur d'oranger. Attends, je vais en donner à nos invités qui sont en train de baver dessus. Oui, c'est vous allez avoir droit à votre petite madeleine, ne vous inquiétez pas. C'est délicieux. Et alors, la texture. Merci beaucoup. La texture, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie différence. Et au contraire, moi, je les trouve même plus légères, personnellement. Notre bec sucré, Gérard. C'est vrai Gérard. C'est vrai, Gérard. Oui, tout à fait. Que contrairement au pain, là où j'étais plus... Là, c'est vraiment un plaisir total. Elles sont rebondies, aériennes. Voilà. Ça, c'est le week-end. Regardez, même Fabien se régale. C'est meilleur que le charbon. Ah, viens avec nous, Fabien, plutôt que de rester dans... Je ne veux pas déranger. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour dedans. Quasimodo. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était un régal. Vous m'avez régalé. Merci beaucoup. En tout cas, on va montrer le livre de... Les recettes sans gluten avec toujours un petit marque-page RATP. Et oui, car un paquet de métro C. Je suis désolée, je ne l'ai pas enlevé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et on va repasser côté salon pour répondre à vos cas pratiques. Allez, montrez-le. Sans avoir vu filer nos invités. Pour partir, c'est vraiment n'importe quoi cette émission. C'est animé. Allez, première question, elle est pour toi, Farida. Je vais tenter de te la poser avec une madeleine au fond de la bouche. Vas-y, mais moi c'est pareil. C'est Bernadette Duzès qui t'interroge. Tu veux qu'on interroge quelqu'un d'autre avant ? Non, ça va aller. Alors, comment réussir la cuisson des choux à la crème, te demande Bernadette. Pour faire la pâte, je n'ai pas de souci, mais y a-t-il une astuce pour qu'ils soient bien gonflés ? Alors, Bernadette, il y a une solution. Déjà, quand vous réalisez votre panade, alors ce qu'on appelle la panade, c'est la pâte à choux. Donc, c'est le mélange de farine, sucre, beurre, voilà, donc à la casserole, vous le faites, et vous attendez que cette panade soit refroidie. C'est-à-dire qu'il faut l'étaler sur une surface plane pour la refroidir légèrement. Et le souci, ce qu'on fait généralement habituellement, c'est qu'on met les œufs directement dans la panade chaude. Oh là là, et alors là, grave erreur. C'est ce qui s'appelle être dans la panade. Être dans la panade. Et voilà, on est dans. Bien on se retrouve. Probablement. Mais si on met les œufs dans la panade encore chaude, dans ce mélange, cette préparation chaude, les œufs vont cuire. Et à la cuisson au four, la préparation, mais non, ça va. Les choux vont pas gonfler du tout. Ils vont tomber complètement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut d'abord faire refroidir, Bernadette, la préparation, la pâte à choux. Et ensuite, on incorpore les œufs. Hop là, on mélange. Et ensuite, on enfourne 30 minutes à 190 degrés. Parfait, merci Farida. Victoire, le prochain cas pratique est pour toi et nous sommes en ligne avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Oui, bonjour.
Bienvenue dans la quotidienne. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Salanches, au pied du Mont Blanc. Haute-Savoie. Haute-Savoie, oui. Ah, magnifique. Et alors, on écoute, vous avez une petite question pour Victoire. Oui, voilà. Merci d'abord pour Victoire. Hein, bonjour. Parce qu'elle est très jolie. Ah. En plus, je vous trouve tous super sympathiques. Oh, c'est gentil, ça. Merci, Camille. J'aime bien regarder, je regarde tous les jours. Tous les jours? Ah oui, tous les jours Quel votre courage. émission à midi. Hein, ça m'aide à digérer d'un côté peut-être. On aide à la digestion. Ouais. Vous rigolez beaucoup, j'aime bien votre petit jeu là au départ. Ah ouais. Hein, j'aime bien aussi vos questions comme je vais vous poser actuellement. Parce Ah que oui, ça les cas apporte- pratiques. Les cas pratiques. Eh oui. Et Les qu'est-ce que cas vous aimez pratiques, pas ça alors? Qu'est-ce que vous aimez pas dans la beaucoup de choses. Camille, Tous les hommes qui sont là, ils ont de la chance d'avoir de si jolis collègues. Hein. C'est vrai. Oh bah vous êtes gentil, Pour Camille. les hommes, ils ont de la chance d'avoir gâtés. de si jolis collègues. Bon, et c'est la Camille, même dites-nous, chose- qui est c'est votre la même chroniqueur chose préféré? pour cette demoiselle. Hein. Hein, Camille, qui est votre chroniqueur préféré, dites-nous? S'il vous plaît? Qui est votre chroniqueur préféré, Camille? Ah, ça serait peut-être bien Gérard. Ah, bah voilà. Il plaît à tout le monde. Peut-être bien, D'ailleurs, je n'ai pas j'ai certain. hein. laissé un petit mot pour Gérard sur Facebook suite à sa chute. Ah, bah c'est oui. gentil. Ah oui, vous savez qui nous a Vous fait êtes peur. inquiété, vous êtes Ah inquiété. oui, ça m'a fait peur. Ah oui. On a tous eu à quoi au cœur. M'éterniser là-dessus parce que je sais que votre temps est compté pour les autres qui suivent. Pensez-vous Non, on a le temps. Non, allez-y, allez. Et sinon, la santé. Tant mieux. Ah, moi, je suis prêt à rester toute la nuit si vous Oh, voulez. bah hein. allons-y, on a le temps. Hein. Non. Allez, on vous vous êtes- écoute. vous On êtes écoute votre fantastique, question, Camille, formidable. allez-y. Voilà ma question. Allez-y. J'utilise des sacs de congélation réutilisables dont je ne donnerai pas la marque. Ouais. Or, rien n'indique le nombre de fois dont je peux m'en servir. Je les nettoie donc avec du protège-vaisselle entre chaque utilisation, bien soigneusement. Est-ce une bonne idée pour les conserver plus longtemps? Très bonne Disons question. pour les réutiliser plus longtemps. C'est Alors vrai, moi- mais je me le suis posé. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre question parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas qu'il existe des sacs de congélation réutilisables. Et c'est quand même bien plutôt que de les jeter à chaque fois. Donc c'est ça, je vous remercie vraiment pour C'est ça, ça. hein. Il y a plusieurs types. Hein. Et je vous remercie aussi pour l'information que vous donnez parce que vous faites très bien, effectivement. Il faut les laver avec du produit vaisselle, un détergent, les faire sécher, on peut les réutiliser. Donc ça, c'est aussi une information importante. Moi, j'ai une question à vous poser. Quel type, vous connaissez la composition des sacs que vous utilisez? Parce que moi, j'ai deux familles là. Et j'aimerais bien savoir, vous, quelle est la famille, en quoi ils sont faits vos sacs de congélation? Vous savez? Je connais la marque, mais c'est des sacs plastiques. Alors, est-ce qu'ils sont de ce type-là, en plastique un peu épais? Il nous voit, il nous voit Ah, pas. c'est du disons silicone en avec- fait. Avec une fermeture, comme une fermeture éclair avec un petit pot blanc dessus. Alors, c'est plutôt ça. Voilà. Oui, mais c'est peut-être les plus simples que ça. Je pense que c'est les tout simples. en Alors, plastique je vais vous transparent, dire. c'est ça, Alors, hein. il y a deux types de sacs que vous pouvez utiliser. Il y a ceux-là qui sont, c'est du silicone, de qualité alimentaire, donc qui est fait pour pouvoir aller au congélateur. Donc, Oui. vous pouvez utiliser C'est ceux-là. pour les congélateurs, oui. Alors, ils se lavent, comme j'ai dit. Alors, et puis on les remet au congélateur. Ouais. Alors, Mais c'est c'est peut-être pareil. plus Si on met du poisson, par exemple, ce sera plus compliqué à laver. Et il y a aussi un type de sac. Alors, ceux-là, moi, je les aime bien parce que il s'avère que ceux-là, c'est une marque française qui les propose. C'est des sacs de congélation qui ont l'air tout simples. Ils ont une particularité. Ils sont en partie à base de canne à sucre. Ce sont des sacs tout simples. Non, mais je pense qu'il utilise des sacs, mais traditionnels avec un petit zip. voilà. Hein, voilà. C'est ce que j'ai aussi. Oui, mais Moi, qu'ils je les soient lave. avec Mais ou je sans, crois avec que ou sans c'est- zip, c'est pareil en fait. Ouais. Ces sacs-là, moi de ce type-là, ouais. j'ai échangé avec C'est donc ces c'est une marque sacs-là, je française. crois. Ce sont des sacs que vous pouvez donc une fois que vous les avez utilisés, vous les Je crois lavez, que c'est vous les ces retournez, sacs-là vous les parce que laissez. Je ne donne pas la marque parce que je crois qu'on ne peut pas. Non, vous l'achetez en Mais supermarché. c'est une très grande marque et j'étais étonné Commence par un A. parce que déjà, je suis pour l'éco, donc ne pas jeter les sacs Vous plastiques. avez raison. tout à fait raison. Très bien. Mais avez non, tout à fait. est-ce que ça me revient meilleur marché? Parce que avec le produit vaisselle, ça je m'en fous.
Le tout, c'est pouvoir les réutiliser. Alors, est-ce le que ça produit se vaisselle, réutilise ou pas? Est-ce qu'on peut les laver, les réutiliser? Oui, on peut les laver, mais le produit vaisselle, il est important. Si vous avez mis du poisson et qu'après, vous voulez mettre des haricots verts, il faut qu'ils soient bien lavés, bien séchés et bien propres. Et plus vous utiliserez des produits qui sont très salissants, plus vous devrez nettoyer et moins vous pourrez les utiliser. Mais au moins, un sac comme celui-ci, on peut l'utiliser au moins une dizaine de fois. Et ça, c'est ce que m'a dit là. Oui, j'ai posé la question à la marque qui propose cela. Et ceux-là, ils sont peut-être un peu moins fragiles parce qu'ils sont partis à base de biomasse. Donc, un sac classique, vous pouvez l'utiliser. Tant qu'il n'y a pas de trou, vous pouvez le réutiliser. Et si on veut supprimer l'odeur, un petit filet de citron, de jus de citron, hop là. C'est reparti pour voilà Camille, jusqu'à une dizaine d'utilisations. Tant qu'il n'a pas de trou, vous pouvez le réutiliser. Donc ça va de 10 fois à beaucoup plus. J'en ai quelques-uns. Je n'en ai que 2 ou 3. Et ça, je les laisse uniquement pour les poissons. Voilà. Et je remets les poissons dedans. Ça, vous êtes tranquille. Ce que vous faites. Et alors, très, très malin. les autres, c'est pour les c'est pour les légumes, les pommes de terre, la viande. Je mets encore une autre couleur, c'est des rouges. Mais je reste toujours dans la même marque. Et je trouve ça vraiment très très pratique. Et c'est un bon truc que vous nous donnez, Camille. Économie ou pas, j'en sais rien. Oui, plutôt transparent, je dirais, parce que les couleurs, ça veut dire colorant. On ne sait pas trop ce que c'est comme substance, donc préférez les transparents quand même, si je peux donner un. Voilà Camille, merci beaucoup pour votre question. Merci Camille, et on vous embrasse. À bientôt. Gros bisous à tout le monde. On vous embrasse, à bientôt. À bientôt. Et super Camille. Allez, question maintenant pour Gérard de Guy de Vernouillet dans les Yvelines. Mon mari a reçu une contravention suite à un déplacement professionnel en Espagne avec une voiture de location. Est-il dans l'obligation de régler cette amende? Quelles seraient les conséquences si jamais il ne le faisait pas? Peut-être. Il y a un accord européen auquel la plupart des pays d'Europe, dont l'Espagne, ont adhéré, qui est ce qu'on appelle l'accord d'échange de données. C'est-à-dire, vous faites une infraction en Espagne, l'Espagne demande au ministère de l'Intérieur français qui répond quel est le propriétaire du véhicule incriminé. Ça, c'est certain, l'Espagne saura qui est le propriétaire du véhicule. Ensuite, deuxième temps, est-ce qu'ils peuvent poursuivre l'infraction en France? Ça dépend du type d'infraction. Il faut que la peine encourue soit supérieure à 70 €. Donc, si vous êtes arrêté juste en stationnement interdit, non. Si vous avez fait un excès de vitesse, oui. Et alors, ensuite, il faut que ça puisse être exécuté en France. Et cet accord prévoit que lorsqu'il y a plus de 70 €, lorsque les deux pays ont signé l'accord, la France exécute pour le compte de l'État étranger. C'est l'huissier du Trésor qui viendra vous saisir si vous ne payez pas cette amende, qu'elle soit française ou étrangère. Alors, il y a toujours un moyen de les contester. Pourquoi? C'est que 9 fois sur 10, elles sont rédigées en espagnol. Or, pour que ce soit exécutoire en France, il faudrait qu'il y ait la traduction avec. S'il n'y a pas de traduction, on peut contester, mais on peut le contester en Espagne, pas en France. C'est pas simple. Il faut trouver un avocat spécialisé dans le droit automobile en Espagne. Ah oui, il faut contester en espagnol, du coup. Il faut contester en espagnol. Mais sinon, ça sera recouvré en France. Eh bien, muchas gracias, Gérard. Fabien, question de Valentin de Caen. J'ai fait réparer mon ordinateur suite à un accident. Mon assurance m'a remboursé sur la base. Tu te grattes la tête, ça va? C'est un petit Réfléchis, Maya, je réfléchis. Parce que question me semble délicate. D'accord. Mon assurance m'a remboursé sur la base du devis du réparateur. Or, au moment de payer, le prix était inférieur à celui du devis. Est-ce que je risque quelque chose si je ne dis rien à l'assurance? Vous ne risquez absolument rien. Quand un objet vous appartenant est abîmé, il doit être réparé, l'assureur va vous indemniser sur la base d'un devis, pas d'une facture. On vous indemnise avant, donc. Je dis bien pour les objets à réparer. C'est pas la même chose pour les sinistres dans les logements. Une fois que l'indemnité est allouée sur la base du devis, on ne revient pas en arrière en assurance. C'est acté, on vous donne l'argent, même si la facture est inférieure après. Donc ce qui a été gagné, si étrangement, le réparateur informatique vous dit finalement, je n'ai pas changé autant de pièces ou je me suis aperçu que ceci, cela, c'est 50 € de moins, 100 € de moins, peu importe, c'est gagné. Il n'y a pas besoin de prévenir l'assureur du gain effectué et l'assureur n'a aucun droit de vous demander les factures par ailleurs. C'est illégal. C'est fait, c'est gravé dans le marbre, vous a donné. Ça vaut pour les objets réparés. Là, en l'occurrence, c'était un ordinateur. L'ordinateur, donc c'est l'assurance responsabilité civile. Je pense qu'il a un de ses amis qui a dû l'abîmer, comme ça, à moins qu'il ait un contrat d'assurance particulier, mais généralement c'est le cas. Ça ne serait pas la même chose, je le redis, dans un logement où on a du mal à évaluer les dégâts. Soit on amène un expert qui coûte de l'argent, soit on fait confiance au client et dit bon écoutez,
visiblement votre petit dégât des eaux, par exemple, ça va coûter 300 € de peinture, faites-le, on vous rembourse intégralement après. C'est comme ça que ça se passe. Mais pas là, objet à réparer sur devis. Parfait. Question pour Farida maintenant de Emmanuel de Torcy en Saône-et-Loire. Comment faire un beurre pommade le plus simplement possible? Alors, beurre pommade, c'est le beurre mou. Beurre pommade, hein, voilà, c'est le beurre mou. Alors, dans un premier temps, il faut sortir sa plaquette de beurre du réfrigérateur une demi-heure avant de réaliser son beurre pommade. Et après, c'est très très simple. Généralement, moi, je le coupe en cubes ou pas. Voilà, là, je l'ai laissé entier. Et ensuite, à la spatule, il faut l'étaler et le travailler de façon énergique. Ah ouais. Alors là, de façon énergique, voilà, comme ceci, pendant à peu près une petite minute. Il va blanchir légèrement. Et là, vous aurez un délicieux beurre pommade. Il y a vraiment des recettes. Ouais, c'est ce que demande. Ah, alors Fabien, est-ce que, par exemple, le faire fondre directement non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. change Par exemple, vraiment pour faire une pâte sablée ou une pâte sablée ou que sais-je. Tu as besoin d'une. Soit mou. Oui, et 10 secondes au micro-ondes. Non, surtout pas fondu, parce que dans les recettes, souvent, on te demande un beurre pommade ou alors un beurre fondu. Et moi, dans ce cas-là, je mets du beurre fondu parce que en fait, j'ai pas le temps. Je le sors de mon frigo. Tu rates ta recette. Tu rates ta recette. En général, oui. Et oui. Voilà. Donc, beurre pommade, c'est aussi simple que ça. Une demi-heure simplement. Et ensuite, on bat énergiquement. Et là, tu vois, regarde. Pendant une je l'ai minute, ça battu. m'étonnerait. Ça fait une minute que t'es dessus, il n'est pas beau. Hein. Je veux pas une minute. Bah, regarde. Bah, si, j'ai calculé mon trembin. Tiens, vas-y, tiens, voilà. Vas-y, fais-nous du beurre Il n'y a pas Jean-Sébastien, je vais faire bien goûter de louche. Gérard, pardon, c'est toi qui vas répondre à Maurice du Pissot en Vendée. Je dirige une entreprise générale du bâtiment pour laquelle j'ai du mal à recruter. Ah oui. J'ai un petit chacha. J'envisage de faire travailler des retraités du secteur. Puis-je toucher des aides dans le cadre de ces embauches? Peut-être. C'est extrêmement limité parce que, bien entendu, l'État donne des aides pour embaucher des jeunes en difficulté ou des personnes depuis longtemps loin de l'emploi, pas des retraités. Par contre, il y a un dispositif, mais à mon avis, ça n'ira pas, qui permet d'embaucher personne de plus de 55 ans et de recevoir 4 000 € par an de l'État, par embauche, si en même temps, on embauche un jeune de moins de 26 ans qui apprend le métier. C'est le contrat de génération. Le contrat de génération, effectivement. C'est à peu près le seul dispositif pour les retraités. Pour le reste, c'est autorisé. Rien ne l'interdit. Mais l'État ne l'encourage pas parce qu'il préfère faire sortir du chômage les gens qui ne sont pas retraités que, bien entendu, les gens qui sont. Ah, donc il n'y a pas vraiment de solution. Il y a pas. On peut embaucher. Si on embauche un jeune de 26 ans en même temps, on a une prime, mais comme lui ne trouve pas de jeunes, justement, il veut pouvoir c'est ça, il n'y arrivera pas. Ça ne réglera pas. C'est d'ailleurs pour ça que cette idée n'a pas eu énormément de succès. Très, très peu de succès. Bon, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Et si vous aussi, vous avez des questions, des cas pratiques à soumettre à nos spécialistes, n'hésitez pas à leur écrire directement cp@laquotidienne.net. Vous envoyez un email à cette adresse et ils y répondront très prochainement. Vous pouvez même aller sur la page Facebook de l'émission, comme Camille qui a écrit un message à Gérard après sa chute parce qu'il s'inquiétait. Voilà, on peut dialoguer après les émissions sur les réseaux sociaux, évidemment, 24 heures sur 24. 13h40, vous avez rendez-vous avec le magazine de la santé. Puis nous, on va se retrouver demain, évidemment, à 11h45. Passez une bonne après-midi sur France 5. Salut!